Bonsoir. Alors, je vous retrouve en ce début, enfin, on est presque à la fin du mois de janvier, début d'année 2024 pour mon live de Sophie Expertimo. Donc, je suis conseillère en immobilier sur Aix-en-Provence et régulièrement, j'invite des personnes pour vous donner des conseils en immobilier. Donc, j'ai choisi d'inviter Bruno Lepelletier, que vous connaissez peut-être, qui est courtier en prêt immobilier sur Aix-en-Provence chez CAFPI. Il a quelques bonnes nouvelles, en tout cas une bonne nouvelle, enfin j'espère qu'il va confirmer ça. Et puis, il va vous donner des conseils si vous êtes acquéreur, si vous avez un projet immobilier. Il est important de bien préparer sa demande de prêt et de bien négocier sa demande de prêt. Donc, Bruno est là pour vous donner 5 conseils. Je vais le faire rentrer tout de suite. Voilà. Bonjour Bruno. Bonjour Sophie. Merci d'être là, de donner un peu de ton temps et de ton savoir pour les acquéreurs qui voudraient acheter un bien, notamment sur Aix-en-Provence. Alors, je te donne la parole. Voilà. Écoute, Je crois que tu as peut-être des nouvelles intéressantes à nous communiquer. Donc, je te laisse parler. allez, écoute, c'est toujours avec plaisir que je partage ce moment avec toi. Ouais. En ce moment, je pense que plus que jamais, on a besoin de conseils et d'entraide sur le marché de l'immobilier. Mm. La situation, on sort d'une année 2023 qu'on peut dire catastrophique. Moi, de mon côté, du côté du prêt immobilier, en effet, l'année 2024 commence avec des bonnes nouvelles. On a eu toute une série de banquiers qui sont venus nous voir en début d'année, qui nous ont expliqué qu'ils avaient faim, qu'ils réouvraient les vannes, et qu'ils avaient besoin de faire du dossier parce que leurs chiffres sont catastrophiques, ils ont leurs Mm. objectifs à faire pour cette année. Mm. Et ils sont venus dans leur hôte avec une grille de taux bien à la baisse. Donc, pour situer rapidement les taux, on est arrivé en fin décembre l'année dernière, on était sur des taux au mieux de chez mieux, sur des durées de 25 ans, qui était à 4,30, 4,35, sachant que le plus gros du peloton était au-dessus de 4,50 avec des banques qui nous ont sorti des grilles au-delà de 5%. Là, il y a quand même eu une forte baisse et on est repassé sous la barre des 4%, Mm. avec des banques qui nous proposent, même pour les meilleurs dossiers, les meilleurs profils, du 3,75 sur 25 ans. Donc, ça fait du bien parce que du coup, Oui, ça fait ça fait du du bien bien. aux enveloppes de financement. Mm. Reste à voir comment va réagir le marché. Ça, c'est plutôt ton domaine. Mm. Mais voilà, c'est encourageant. Alors, est-ce que c'est une baisse de taux qui commence de manière un peu plus durable, ou est-ce que c'est juste une petite pause dans une hausse plus longue ou un plateau? Ça, honnêtement, personne ne pourra vous le dire, hein. Mm. Mm. Ça dépend des taux de marché. Bon, j'en avais déjà parlé, mais du marché obligataire. Mm. Et là, ça peut. Bon, moi personnellement, je pense pas que ça descende énormément. Ça peut encore descendre un petit peu, mais voilà, les En tout cas, fondamentaux. les banques reprêtent. C'est déjà. Voilà, les banques La reprêtent. situation n'est plus bloquée comme cet été, quoi. Parce que on a Jamais en vrai. tête. Elle n'était pas vraiment bloquée. C'est simplement que il y avait trop l'enveloppe, les enveloppes se réduisant comme peau de chagrin. La plupart des acquéreurs n'arrivaient plus à se positionner par rapport au Mm, coût mm. du mètre carré, surtout celui qu'on connaît sur Aix-en-Provence. Oui, enfin, moi, je ressentais un blocage dans le sens où les vendeurs ne vendaient, enfin, repoussaient leur décision de vente parce qu'ils étaient inquiets par rapport à cette augmentation des taux qu'on entendait. Les acquéreurs, ils attendaient aussi parce qu'ils n'avaient pas envie d'acheter en empruntant un taux trop élevé. Et là, depuis la rentrée, j'ai l'impression que ça se débloque dans le sens où les vendeurs me rappellent, certains qui m'avaient contacté il y a un an, ça y est, ils veulent vendre. Les acquéreurs, qu'on disait l'année dernière, on disait qu'il n'y avait pas d'appel et pas d'acquéreurs. Moi, j'ai quand même des appels téléphoniques. Donc, j'ai l'impression que, et puis avec cette bonne nouvelle que tu nous donnes et qu'on entend dans les médias, ça peut quand même un petit peu donner un nouveau dynamisme en ce début 2024. Ouais, moi je te le confirme, à mon niveau, les acquéreurs ressortent du bois. Oui. J'ai été recontacté là, courant du mois, par plusieurs personnes que j'avais vues courant 2023, qui avaient plus ou moins de facto mis en pause leur Oui, c'est ça. projet. Mm. Donc voilà, ça repart. Bon, alors tu vas nous donner des conseils, enfin tu vas donner des conseils à ces acquéreurs justement pour pouvoir optimiser leurs chances d'obtention de crédit. Tout à fait. Allez, ce soir, je vous Allez, partage 5 vas-y. conseils. Ouais. Euh,
Si vous avez déjà visionné les autres lives que j'ai fait avec toi, Sophie, vous en connaissez la plupart, mais ça fait jamais de Ouais, mal ça de fait faire pas un de peu mal. de redites. Mmh. Alors, le premier conseil que je vais te donner, c'est de réfléchir à la nature de son projet. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est bien dimensionner son projet par rapport à ses revenus, et deux, de bien réfléchir à comment je vais monter mon projet, comment je vais monter l'acquisition. Alors, dimensionner son projet, c'est facile. Il suffit de faire une enveloppe de financement, un calcul d'enveloppe. Ça, je le fais gratuitement. N'hésitez pas à me contacter pour ça. Et vous regardez bien l'apport que vous pouvez mobiliser pour votre projet. Le but du jeu, idéalement, c'est de proposer, de présenter un dossier qui soit en dessous de 35% d'endettement. Aujourd'hui, les financements à plus de 35% d'endettement, c'est faisable, mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de banques qui ne le feront pas, et c'est vraiment pas une manière d'obtenir une bonne condition de taux, et c'est vraiment pas une manière de sécuriser un accord. Donc, autant que faire se peut, restez sur un projet où vous savez que vous arriverez en dessous de 35% d'endettement. La deuxième chose auquel vous pouvez réfléchir, c'est comment vous faites votre acquisition. Sachez que plus vous présentez un dossier compliqué en banque, plus ça sera compliqué, plus ça sera difficile de mener son financement à terme. Donc si vous faites un montage, vous faites une SCI dans laquelle vous mettez 5% de la société, de vos parents, et puis vous faites un démembrement avec l'usufruit et la nue Mmh. propriété de l'autre côté. Mmh. Mmh. Bref, vous montez une usine à gaz, le banquier, ça va pas vraiment le motiver. Les trois quarts des banques vont dire non, et puis celles qui voudront bien faire le dossier, vous comprendront bien vous avez besoin d'elles, parce que du coup, ne fera pas d'effort sur le taux. Donc Mmh. ça, si vous n'avez pas le choix, montez tel que vous devez le monter, si vous avez des fortes raisons. Mais voilà, d'une manière générale, sachez qu'on finance moins bien une SCI qu'un acquéreur en nom propre. Donc ça, Mmh. voilà, c'est mon premier conseil. Si vous voulez avoir de bonnes conditions de taux, rentrez dans les clous au niveau de l'endettement et réfléchissez à comment vous achetez votre bien. Oui, déjà, donc bien réfléchir au budget parce que c'est vrai que moi je l'année dernière, par exemple, j'ai eu des cas d'acquéreurs qui m'appelaient pour une maison à rénover à 800 000 € et en fait, ils commençaient à vouloir faire une offre et je m'apercevais qu'ils avaient pas du tout, le budget nécessaire pour faire les travaux et du coup ça pouvait pas passer. Donc ils avaient pas bien anticipé leur projet. Ils avaient pas validé au niveau financement, ils avaient pas dû valider non plus le taux d'endettement et heu et donc ça pouvait pas, ils ont perdu du temps, ils m'en ont fait perdre aussi, Mm. c'est pas c'est La pas une, recette, ouais, la recette du anticiper. désastre. Ouais, Alors, le deuxième conseil que je vais donner, c'est de préparer votre dossier en amont. Ok. Quand vous avez le temps de planifier votre achat, quand vous commencez à vous dire que c'est le moment d'acheter, que vous pensez dans les 3 à 6 mois que vous allez vous positionner sur un bien, il y a des choses que vous pouvez faire dès à présent pour rendre votre dossier plus attractif aux yeux des banquiers. Donc, euh, déjà, vous pouvez regarder, faites le point, vous prenez vos 3 derniers mois de relevé de compte et vous regardez votre comportement bancaire. Idéalement, vous voulez effacer tout compte débiteur. Donc, si vous voyez que régulièrement vous avez un compte en négatif, pire que vous payez des commissions d'intervention parce que vous faites pas gaffe. Par exemple, si vous avez plusieurs comptes et que vous faites pas les transferts à temps, et puis le banquier vous prend 8 euros de ci, de là, ça fait tâche sur un dossier. mmh, Donc, gardez un comportement de compte propre, gardez toujours des comptes en en crédit. positif. Mmh. L'autre chose sur laquelle vous pouvez faire attention, c'est de mettre de l'épargne tous les mois. Si par exemple vous payez un loyer de 800 et vous savez que vous pouvez monter une capacité d'endettement de 1200 euros, vous mettez 400 euros de côté. Ça va faire du bien à votre apport. Ça va aussi prouver aux banquiers que vous êtes en mesure de faire face aux sauts de charge que vous aurez sur votre dossier. Il n'aura pas à s'inquiéter de se dire, attendez, ils payent 800, maintenant ils me disent qu'ils vont payer une mensualité de 1200, est-ce qu'ils vont vraiment savoir y faire face? Puis ça Mmh. va vous le prouver à vous aussi, de voir ce que ça fait avec une charge de Mmh. 1200 et non plus de 800. Mmh. Euh, Après, une autre chose, si vous avez l'habitude de jouer à des jeux en ligne, des jeux Ouais, sportifs, c'est le pas bon ça. loto, Française des jeux, faites en sorte que ça apparaisse pas sur vos comptes. Je vous dis pas d'arrêter de jouer, vous faites ce que vous voulez, mais débrouillez-vous pour jouer en cash au bar tabac, Ouais. ou parce que c'est bête, mais ça peut vous
catalogué comme profil joueur Ouais. aux yeux d'une banque et ça peut porter tort à votre dossier et ça peut amener un refus dans certaines banques. C'est dommage. Donc ça aussi, si vous avez le temps, pour rappel, dans un dossier de prêt, on va mettre les 3 derniers mois de relevé de compte. Donc si vous pouvez avoir 3 mois de relevé de compte propre, c'est parfait. Ils ne regardent pas plus en arrière. Ils peuvent s'ils voient des commissions d'intervention. Ah oui, Certaines banques, s'ils voient des commissions d'intervention, vont vous demander vos relevés de frais bancaires sur l'année précédente. Et si vous avez l'habitude d'en avoir régulièrement tous les mois, que vous pointez et que la banque découvre 10, 15, 20 commissions d'intervention sur l'année, ça peut être un refus direct. D'accord. Alors, une autre chose que vous pouvez faire, bon, c'est pas forcément évident, mais sur le long terme, c'est prouver que vous êtes un client loyal à votre banque. Alors, donc, ça consiste en quoi? Ça consiste, si possible, à éviter d'avoir un compte Boursorama ou un compte en ligne, un compte Nickel ou ce genre de banque. Le banquier qui vous finance, vous savez, il va vouloir récupérer vos revenus, il va vous donner des cartes de paiement, il va vous mettre des assurances complémentaires attachées au crédit. S'il voit que vous êtes éparpillé, que vous êtes un client non fidèle à votre banque principale, il ne sera pas forcément très motivé pour vous faire le crédit. Donc, si vous pouvez rapatrier votre livret A, vos LDD, pourquoi pas donner, si vous avez besoin de changer d'assurance de voiture, vous donnez à la banque. Vous montrez que voilà, que vous avez l'habitude de consommer les produits de la banque. Et ça, je vous garantis que ça aura un impact. Ça, les banques aiment bien. Mais c'est valable même si l'acquéreur change de banque. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que pour défendre ton client auprès d'une banque, tu peux dire ça c'est un client qui est fidèle, voilà. Si tu veux, la banque, quand elle te fait le crédit, elle va te demander de domicilier tes revenus, de prendre l'assurance multirisque habitation, de prendre des cartes de paiement, et bien souvent, maintenant, elle te demande de rapatrier ton épargne mobile, ce qu'il y a sur tes livrets A, LDD. Si tu lui dis la main sur le cœur, oui, je vais le faire, mais que à l'instant T, on voit bien que ta banque principale, t'as rien avec eux, que tu as mis tes comptes sur N26, que les cartes de ta banque principale, tu les as annulées parce que ailleurs, tu les as gratos, que ton assurance, tu l'as pris sur le truc le moins cher, lesfurets.com, la banque va pas te croire. Et c'est toujours, voilà, les produits annexes au crédit immobilier pour les banques, c'est vraiment important et ça, elles insistent toutes. Donc, si vous pouvez, c'est un conseil, c'est pas toujours possible, mais voilà, si vous pouvez montrer que vous êtes un client loyal de la banque, ça sera apprécié et ça pourra être mis en valeur, on en parlera plus tard dans votre dossier. Ok. Alors, le troisième point, une fois que ça y est, vous avez signé votre compromis, c'est le moment de monter votre dossier de prêt. C'est de donner un dossier complet. Il n'y a rien de plus embêtant quand on monte un dossier de prêt, je parle d'expérience pour moi-même, mais c'est la même chose pour les analystes en banque si vous êtes en direct auprès d'une banque, de recevoir des documents au compte-gouttes. Alors, je sais que certaines personnes n'aiment pas les processus administratifs, ça les embête de devoir sortir tel document, on voit pas forcément l'intérêt d'avoir certains documents qui sont demandés dans un dossier de prêt. Mais voilà, une demande de prêt, c'est un processus administratif. Idéalement, vous voulez dès le premier coup, donner un dossier complet, il manque rien, des documents lisibles, éviter les photos prises à l'arrache des bulletins de salaire sur le coin de la table de la cuisine, ou des basses résolutions, ou d'envoyer un truc avec des trucs en format .pdf, en .tif, en .png, etc. C'est des détails, mais je vous assure que quand on envoie un dossier bien propre, bien présenté, avec tous les documents complets dès le premier coup, on a envie d'y bosser. Et c'est pareil pour un analyste en banque. Idem si on vous relance pour des documents, ne vous énervez pas et idéalement, vous y répondez le plus rapidement possible. En gros, ayez un comportement professionnel avec le banquier. Et ça, il le sentira et ça vous mettra en valeur à ses yeux. C'est là où on voit l'intérêt de passer par toi, par exemple. Car tu es professionnel et toi, tu vas bien présenter le dossier. Nous, si un dossier où il manque un papier, il ne part pas en banque. Parce qu'on a bien compris. Et c'est souvent source de frustration avec nos clients, parce que on leur court après pour un document. C'est vrai que des fois, on lave plus blanc que blanc. Mais au moins, le banquier, quand il voit arriver un dossier, un de nos dossiers, il sait qu'il est nickel, il va rien manquer, il va pouvoir bosser d'un seul coup et traiter le dossier dans l'heure, et hop, il passe au suivant. C'est ça qui est important, il faut se mettre dans la peau du banquier.
Alors, un autre Ok. petit, un quatrième conseil, c'est de préparer votre argumentaire et d'essayer de voir, de préparer en amont quelles seront déjà les objections que pourrait donner un banquier vis-à-vis de votre dossier et d'avoir, d'être prêt à y répondre. Donc, par exemple, il pourrait avoir des inquiétudes. Je parlais du saut de charge tout à l'heure. Si vous êtes hébergé à titre gratuit ou vous avez un petit loyer, que vous savez que vous allez devoir payer une mensualité plus importante, il faut tout de suite expliquer comment vous allez y faire face. Donc, si vous avez eu la possibilité d'avoir un effort d'épargne qui le couvre, vous le mettez en avant. Vous pouvez mettre en avant le fait que peut-être que madame a commencé un boulot il y a 6 mois, ou que l'année dernière, il y a le petit qui est arrivé, du coup c'était un peu chaotique, ou qu'il y a eu une dépense exceptionnelle. Voilà, expliquer tout ce qui pourrait faire défaut aux yeux du banquier dans votre dossier, donc un saut de charge, un apport ou une épargne résiduelle suite à l'opération un peu faible. Euh, Si vous avez eu des incidents bancaires, beaucoup de commissions d'intervention, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, vous avez peut-être eu un Mm. sinistre, vous avez peut-être eu une Mm. maladie. Voilà. Tout ça, ça peut permettre de débloquer une situation. Et si vous le faites de manière proactive, de nouveau, vous êtes professionnel et ça élimine le doute dans l'esprit de l'analyse que vous avez en face. N'hésitez pas aussi à mettre en avant les qualités de votre dossier. Si vous avez un apport important, ou si vous allez avoir une épargne résiduelle importante, voilà, vous pouvez lui faire miroiter que potentiellement les 50 000 euros que vous avez là, vous aimeriez bien les placer. Ça, c'est quelque chose qui va attirer son attention à coup sûr. Jouez aussi sur les contreparties. Dites que évidemment vous mettrez vos revenus, que vous prendrez les cartes. Et puis si jamais ils peuvent vous faire des propositions pour les assurances de la voiture, pour voilà, jouer le jeu. Après vous verrez bien ce qu'ils vous proposent, hein, mais tout ça, ça sera mis dans la balance par le banquier et ça peut jouer lui dans la décision de faire le crédit et dans les conditions de taux qu'il sera prêt à les négocier pour vous. Ok. Ok. Mhm. Enfin, le 5e conseil, quand vous avez sélectionné une banque, c'est d'identifier le bon interlocuteur au sein de la banque. Ce que Ah j'entends oui, par là, c'est important. Oui. ouais, souvent vous prenez contact avec une banque, vous avez un premier rendez-vous. Dans certaines banques, vous allez avoir un rendez-vous avec un conseiller en agence, Mm. qui va vous faire une simulation, qui va vous faire une proposition. Vous la trouvez intéressante, alléchante, vous décidez de poursuivre avec cette banque. Vous donnez tous les documents à ce conseiller, et puis plus rien, pas de nouvelles. Vous l'appelez, il vous répond pas. Il répond jamais au téléphone, il répond pas aux emails. Puis au final, vous arrivez à l'avoir et vous apprenez que lui, en fait, il a juste servi de boîte aux lettres. Il a passé tout le dossier à son service crédit et il est en attente de son service crédit qui potentiellement va revenir avec plus de questions ou une offre différente, voire même avec un refus. Ça arrive. Des conseillers qui valident votre dossier en première approche. Et en fait, on s'aperçoit que non, il est pas, c'est pas lui le décisionnaire sur le dossier et qu'en fait, il a mal fait son analyse ou il s'est planté sur un truc. Ça arrive toutes les semaines. Ouais, On le voit toutes les semaines, nous, et du coup, vous vous retrouvez un peu en porte-à-faux vis-à-vis de votre ouais. projet. Donc, c'est des questions importantes à poser quand vous avez la personne en face. C'est est-ce qu'il est décisionnaire? Il peut y avoir plusieurs circuits de décision dans une banque. Ça peut être à la main du conseiller pour les petits crédits, si vous respectez l'endettement, des normes d'apport, si en gros vous avez un bon dossier et un montant pas trop important. Ça peut monter au chef d'agence, mais là ça reste dans le périmètre de l'agence. Mm. Ou ça peut monter plus haut. Est-ce qu'il va y avoir un comité de décision régional? Est-ce que dans certains cas ça peut monter jusqu'à Paris? Qu'est-ce qui se passe si vous demandez une décote au niveau du taux qui est hors clou? Voilà, peut-être que le conseiller va avoir 0,10 à sa main, le chef d'agence 0,20, mais que si vous demandez plus, ça part plus haut, et puis potentiellement on a 1, 2, 3 Mm. semaines de Mm. délai. Donc ça va bien comprendre avec qui vous avez en face, ça va vous permettre de comprendre la solidité de l'offre que la banque vous a fait au départ, et aussi vous allez un peu comprendre le processus, vous saurez qui relancer éventuellement, et puis vous aurez une meilleure vision de tout le processus. Ça sera beaucoup moins stressant pour vous d'avoir compris en amont comment la banque travaille. Et pour l'agent immobilier aussi, parce que il m'est arrivé d'avoir des clients qui passaient pas par toi, voilà, Oui, parce que soi-disant ils avaient leur banquier, et ça a été vraiment la galère pour obtenir c'est les infos, avoir le décisionnaire en effet.
Voilà. Ah, mais Donc moi, je le vois, même nous, en ayant des entrées particulières avec les banques, en ayant des interlocuteurs dédiés, on passe notre temps à courir après les banquiers. Donc le client, lui, tout seul avec son dossier, surtout s'il a pas de chance, alors des fois ça se passe très bien, hein, faut pas non plus exagérer le trait, mais quand ça peut très mal se passer. Et bah, tu es la première à le constater, et nous, régulièrement, on le voit aussi, quoi. bon, bah, oui. Donc voilà, c'était mes 5 Bon, conseils bah, pour ce écoute, soir. bah, ouais, c'est bien, voilà. Ben, moi, je vais faire suivre, cette vidéo à tous mes acquéreurs là, voilà. Et ben, écoute, merci, Bruno pour tes bons conseils et puis on se reverra, dans quelque temps pour refaire un point sur, est-ce que les taux ont continué à baisser ou non? Voilà, hein, on refera Les jeux sont ouverts. voilà, ouais. En tout cas, les banques réouvrent leurs vannes, c'est déjà ça. Tout à fait. Bon, merci Bruno, à très Avec bientôt. plaisir, Sophie. Une Allez, bonne au revoir. soirée. Au Ciao. revoir. Au revoir.